Le Corbusier l'a pris comme disciple. D'accord. Et vraiment, quand on parle de ces relations maître-disciple, c'est pas patron employé, etc. Théoune, Oui. bienvenue au micro d'Instinct Urbain, le média qui a conscience que la ville n'attend pas. Comment vas-tu? Très bien. Écoute, je suis super heureux aujourd'hui de faire cet épisode avec toi. Ça fait longtemps qu'avec l'équipe, on voulait faire un épisode avec toi et sur l'architecture. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es architecte urbaniste, franco-coréen. Tu as fondé en 2011 l'agence Satie. Et donc, aujourd'hui, tu as été sélectionné dans les 100 qui font la ville. C'est ces 100 personnes influentes qui participent à la fabrique de la ville. Un classement qui a été établi par Très Urbain pour l'édition 2022, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, écoute, Théoune, aujourd'hui, avec toi, on va parler architecture, on va parler urbanisme. Évidemment, on va parler ville. Et j'aimerais qu'on plonge directement dans le bain. J'ai le sentiment que l'architecture est devenue ennuyante aujourd'hui. L'architecture, c'est le premier art, devant la musique, devant le cinéma. Et pourtant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout se ressemble et que tous les architectes, notamment toi en tant qu'artiste, vous n'avez plus tellement cette opportunité de s'exprimer. Tu vois, typiquement, je me dis si je peux visiter n'importe quel ZAC aujourd'hui, donc la ZAC qui est la zone d'aménagement concerté, donc voilà, globalement, c'est tous ces nouveaux quartiers qui sont développés par les villes. Je me dis que je sois sur l'île de Nantes ou bien que je sois à Confluence, à Lyon, en fait, tous les projets se ressemblent un peu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, ça c'est une critique qu'on entend souvent sur les nouveaux projets. En fait, effectivement, autrefois, les villes étaient fabriquées avec un savoir-faire local, des matériaux locaux, et chaque région avait son identité, son rapport à la nature, et donc son propre terroir. Et aujourd'hui, il y a le sentiment, depuis l'avènement de la modernité, hein, au fond. C'est-à-dire que ça remonte dans les idées avant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite, avec la reconstruction, il y avait cette idée d'un style international, la modernité étant une valeur universelle qui vient effacer les particularités de chaque région. Donc ça, c'est vraiment les années 60. Et puis ensuite, il y a eu quand même pas mal de remises en cause de cette modernité et un souci de faire une ville plus aimable, un peu plus traditionnelle, qui existe. Mais c'est vrai qu'on entend souvent que les nouveaux quartiers, tous se ressemblent. Mais je pense qu'avant tout, c'est l'expression d'un contexte économique, d'un système constructif. Aujourd'hui, on est dans un monde globalisé. Les matériaux qui sont utilisés sont les mêmes qu'on soit à Nantes, à Marseille ou à Lille. Voilà, donc il y a un peu cette critique que je peux comprendre. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'architectes qui sont conscients de ça, par rapport à cette uniformité, et qui travaillent pour essayer de donner un caractère plus unitaire au lieu et de travailler sur l'identité de la ville. Ok. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton histoire. Tu es arrivé à Paris à 12 ans. Oui. Donc au début de ton adolescence. Et j'aimerais comprendre un peu à quel point ça a été un choc culturel pour toi d'arriver comme ça durant un choc un peu pour ton développement personnel. Oui, alors ça c'est mon histoire personnelle et particulière effectivement parce que je suis né en Corée à Séoul. J'ai grandi dans la Corée des années 70-80 qui n'est pas la Corée d'aujourd'hui, qui n'est pas la ville super moderne, contemporaine, digitale qu'on peut avoir. Donc un truc beaucoup plus rural, voilà, quoi. Beaucoup plus, pas rural, mais un pays encore en voie de développement avec toutes les infrastructures n'étaient pas faites. Il y avait, dans mon enfance, je pense qu'à Séoul, il y avait des escalators mécaniques dans les grands magasins et à l'aéroport. Voilà, pour donner un peu le contexte. Et puis, le pays a beaucoup changé. Donc j'ai grandi à Séoul, et qui était une ville incroyable. Et j'ai gardé des souvenirs incroyables de mon enfance. Je pense que mon amour pour les villes est né à ce moment-là, des expériences urbaines que j'ai pu avoir. J'aimais beaucoup me balader, zoner. Donc ça vient de là. Et puis ensuite, je suis arrivé en France donc à l'âge de 12 ans. Donc je ne parlais pas français. Donc c'était quand même un choc culturel d'arriver ici et de commencer le collège, etc. Et puis après, je me suis adapté à
à la culture française, et puis j'ai étudié l'architecture ici, et puis j'ai fait toute ma vie en France. Et tu te souviens un peu de ta première réaction quand tu es arrivé à Paris? Tu vois, quand tu as vu Paris pour la première fois, quelle a été ta première réaction? Est-ce que tu t'es dit, waouh, c'est une ville ultra développée, ou bien il y a un côté ultra médiéval que je connaissais pas, enfin médiéval historique que je connaissais pas? Oui, effectivement, c'était une très belle ville historique avec une vraie unité. Et puis je me rappelle aussi, alors dans mon enfance, enfin dans les années 80 en tout cas, à Paris, les bâtiments étaient tous noirs, quoi. Il n'y avait pas le ravalement de façade. Aujourd'hui, toutes les façades sont propres, nettoyées, et on voit la couleur naturelle de la pierre. Mais dans les années 80-90, les ravalements n'étaient pas faits. Donc je me rappelle d'une ville extrêmement sombre, avec des façades très expressive, quasi romantique, comme ça, d'une ville un peu sale, des voitures partout, garées n'importe où. La place de la République, c'était un grand parking. Voilà. D'accord. Enfin, il y avait quand même tout ça. Et puis, ce qui m'a le plus fasciné dans mon enfance, c'était le métro. D'accord, donc première fois que tu voyais comme ça des transports en commun sous terre. Oui, en Corée, il y avait quelques lignes qui existaient, mais la complexité du réseau du métro et la possibilité comme ça d'aller partout. Ouais. Moi, j'adore les transports. Voilà, donc moi, je trouvais que c'était ça, c'est des souvenirs comme ça. Les façades noires et le métro. C'est ça les choses qui m'ont marqué. Et en tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent, ils ressentent un peu ton énergie et tout. Et en fait, moi, c'est notamment l'une des raisons pour laquelle j'adore bosser avec toi sur nos différents projets immobiliers. C'est évidemment ton énergie, évidemment ton talent architectural, et aussi ses origines coréennes. Et du coup, en fait, en tout cas, tu vois, moi, je compare avec les différents architectes, et j'ai le sentiment que tes origines coréennes, et en tout cas ta double culture franco-coréenne, ça donne une approche ultra inédite sur l'archi. Tu vois, typiquement, je me souviens de cette histoire de notre projet. On a répondu ensemble à un projet à Laval, du côté de Nantes. Bon, malheureusement, on a perdu ensemble dans la fierté, mais on a perdu. Et je me souviens de cette réunion, un soir, où tu nous appelles et puis tu nous présentes les plans des logements. Et je me souviens de notre réaction. On était tous ultra perturbés de tes plans, parce qu'en fait, on t'avait tous dit « Mais attends, Théoun, le logement, il fonctionne pas, comment ça, il n'y a pas de couloir et tout ?» Et je me souviens on avait tous raccroché cette réunion ultra dubitatif. Et en fait, après, tu nous avais appelés. Et puis, tu nous as dit « Non, mais attendez, je vous explique. Moi, typiquement, la maison dans laquelle je vis actuellement, en fait, il n'y a pas de couloir, on ne perd pas d'espace, tout est optimisé. Et puis, c'est notamment aussi comme ça que ça se fait un peu en Corée. Et du coup, tu vois, ce serait un peu pour comprendre quelle inspiration un peu tu vas puiser dans tes origines coréennes au sein de ton architecture. Je pense que s'il y a une influence, je pense qu'elle est surtout inconsciente. Je pense que quand on est dans le processus créatif de faire un projet, on n'a pas les idées très claires sur les références. Et peut-être que c'est des choses qui arrivent dans le développement, on a des intuitions, on commence à le travailler, et c'est a posteriori qu'on se rend compte qu'en fait, on est, que tu as été baigné dedans. Le vécu, les choses qu'on a vues ressortent, mais je pense que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans la création, la référence n'est pas immédiate. En tout cas, si on prend une référence, je ne vais pas me référer à l'architecture. Si on se réfère à quelque chose, on regarde l'art, on regarde le design, on peut regarder la mode. C'est beaucoup de choses comme ça. Donc c'est le vécu qui influe. Et puis sur cette question du logement, c'était, je pense aussi, la question de l'espace minimum. Aujourd'hui, effectivement, quand on conçoit des logements, on n'a pas la place de faire des logements de 300 mètres carrés pour une famille. Les budgets sont limités, et donc il faut commencer à réfléchir à l'espace minimum. Et en Asie, il y a ça au Japon, en Corée, qui est un tout petit pays. La Corée, pour dire, aujourd'hui, il y a 50 millions de personnes, dans un pays qui est 4 fois plus petit que la France. D'accord. 80% de montagnes. Ah ouais, donc très dense, tout le monde est concentré au même endroit. Et je pense qu'il y a une réflexion sur la manière d'utiliser l'espace. Et puis, le fait de ne pas avoir trop de couloirs, c'est aussi, je pense, que le modèle du logement coréen est issu, en fait, de la typologie traditionnelle de maison à patio. D'accord. Et donc, l'idée de la cour comme espace fédérateur. Et dans l'adaptation, dans la typologie moderne, ce qui s'est passé, c'est que la cour, c'est devenu le salon. Et le salon est le lieu central où on se retrouve.
et sur lequel s'ouvrent toutes les différentes fonctions voilà. En Corée, il y a le salon et en fait, on appelle la chambre principale la chambre intérieure et la chambre qui est de l'autre côté du salon, on dit c'est la chambre de l'autre côté. D'accord. Et donc il y a vraiment cette idée, même dans les mots utilisés, ça donne une configuration spatiale. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je pense que j'ai parlé de la Corée, mais c'est assez. Je crois que je parle jamais vraiment de la Corée quand je parle de projet. Je pense aussi parce qu'on est dans un rapport de confiance dans le travail et que j'en ai parlé, mais en général. Je n'arrive pas en disant voilà, je suis coréen, j'ai des idées de coréen. C'est pas vraiment, voilà, ça marche pas vraiment comme ça, mais des fois, effectivement, il y a des choses qui arrivent. Et alors, donc aujourd'hui, justement, moi, je te vois un peu comme ce pont architectural entre la Corée et la France. Et donc aujourd'hui, tu travailles un peu entre les deux pays, et tu as notamment dessiné, et puis tu as même inauguré, et d'ailleurs félicitations, l'ambassade française à Séoul. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process, comment tu en es arrivé là, comment tu as fait pour dessiner justement cette ambassade ? Alors, je vais essayer de raconter ça de manière assez courte parce que c'est une très longue histoire. D'accord. C'est 7 ans de ma vie sur ce projet. C'est un projet qui a une signification toute particulière pour moi parce que, en fait, j'ai fait ce projet pour mon pays d'adoption dans mon pays d'origine. Quand on travaille sur la majorité des projets, il n'y a pas vraiment de lien personnel. Quand on fait du logement, des équipements, on le fait pour les personnes qui vont l'utiliser, on le fait pour la qualité de l'architecture, mais ça n'a pas quelque chose d'intime et de personnel. Alors que ce projet-là, pour moi, était très particulier parce que voilà, ça m'a permis de retourner, revoir ma famille. Voilà. Et tu vois, là, je me dis, tu sais, donc là, sur notre projet de Laval, inconsciemment, tu as mis des idées coréennes au sein des logements en France. Et je me dis à l'inverse, dans l'ambassade, est-ce que tu as importé des concepts un peu franco-français, tu vois, si je peux me permettre, tu vois, parce que je me dis, dans l'ambassade, tu as des personnes qui vont travailler dedans. Donc, je ne sais pas si tu dois respecter le droit du travail français ou quoi. Tu vois, je ne sais pas s'il y a vraiment des concepts français que tu dois implanter dans ce bâtiment. Alors, ça, tu soulèves un point très intéressant parce que justement, alors il n'y a pas d'extraterritorialité, ça n'existe pas c'est sur un territoire coréen dans lequel la France est là. Par contre, donc les règles d'urbanisme coréen s'appliquent sur le bâtiment. Et en même temps, il y a le droit du travail français, parce que c'est les agents français qui travaillent en Corée, donc qui s'appliquent aussi. La réglementation handicapée, il fallait appliquer la réglementation coréenne et la réglementation française. Donc double jeu. Voilà. Donc déjà, quand tu as une règle, c'est compliqué. Alors quand tu as les deux, c'est encore un peu plus compliqué. Et puis voilà, donc ça c'est le côté un peu intéressant. Ensuite, alors peut-être que je peux faire un peu un rappel historique sur ce projet, et qui est très lié justement à cette histoire franco-coréenne. À l'origine, le premier bâtiment de l'ambassade qui a été construit donc en 1961 a été fait par ce qu'on considère aujourd'hui comme un des maîtres modernes de l'architecture coréenne qui s'appelait Kim Jung-hop. Et Kim Jung-hop, dans les années 50, a été envoyé... Alors, c'est quelqu'un qui a eu vachement de chance, parce que pendant la guerre de Corée, ils ont sélectionné des personnes pour aller à la Biennale de Venise et voyager. Et donc, il a fait ce voyage. Il a rencontré à Venise Le Corbusier, donc architecte très connu. Donc c'est un élève du Corbusier. Et donc, alors, apparemment, la légende dit qu'il a rencontré Le Corbusier et quand il l'a vu, il est allé le voir et un peu comme dans les films de Kung-Fu, il s'est mis à genoux devant le maître. « Maître, prenez-moi, je veux travailler pour vous. » Alors au début, Le Corbusier, il a fait « Non, je veux pas ». Puis il a insisté, et puis je crois qu'il est allé le voir à Paris. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Et finalement, Le Corbusier l'a pris comme disciple. D'accord. Et vraiment, quand Kim Jong-un parle, c'est relation maître-disciple. C'est pas patron-employé, etc. C'est mon maître. Et il a travaillé plusieurs années à l'agence rue de Sèvres de Le Corbusier, notamment sur les projets d'architecture à Chandigarh. Parce que Le Corbusier a construit des bâtiments en Inde, le Parlement, le Parlement et autres bâtiments. Et donc, il a travaillé pour Le Corbusier. D'accord. Et ensuite, il a arrêté, il est rentré en Corée, il a créé son agence. Et grâce à Le Corbusier, il a pu
faire le concours de l'ambassade de France. Donc il y a un texte qui raconte très bien ça, qu'il était là, il était contre des agences françaises très connues, etc. Ouais. Et il a fait ce projet qui a été une tentative de donner une identité coréenne au mouvement moderne, et qui est historiquement un des premiers bâtiments modernistes construits en Corée. Et alors, attends, Kim Jong-up. Ouais. Et voilà. Et cette recherche d'identité était aussi importante en Corée, donc à la fin des années 50, parce que la Corée sortait de 50 ans de colonisation japonaise, et puis la guerre de Corée de 1950 à 1953 qui a fait des millions de morts. Et donc il y avait cette idée de retrouver une identité, et donc c'est un projet absolument sublime qui malheureusement a été beaucoup détérioré dans le temps, a subi des ajouts de programmes. C'est un bâtiment sur pilotis avec une super toiture. Les pilotis ont été bouchés pour mettre des bureaux. Et la toiture était cassée, ils ont remplacé. Donc il y a eu des bricolages pendant des années. Et quand on est arrivé, le gouvernement français voulait redonner de la cohérence aussi. Ok. Et attends, parce que moi, ça me fait soulever une question. Tu vois, on a commencé la discussion en se disant que l'architecture, c'était un art. Et tu vois, moi, je sais que je suis très fan de musique, et tu vois, je me dis, un artiste, un chanteur qui va reprendre un classique de la chanson, ça va évoquer, tu vois, quelque chose en lui. Et toi, du coup, là, le fait que tu aies dessiné, enfin, en tout cas, que tu aies redessiné tout parti d'un bâtiment qui a été fait par un élève de Le Corbusier, est-ce que tu t'es senti animé d'une mission, ou est-ce que, justement, ça... tu vois, enfin, est-ce que ça signifie quelque chose de plus fort pour toi ? Oui, effectivement, il y avait... alors, ça soulevait plusieurs questions. D'abord, le rapport au patrimoine moderne, parce qu'aujourd'hui, la modernité est assez critiquée, et en même temps, il y a un vrai patrimoine artistique, hein, voilà. Comme tu dis, l'architecture, premier des arts majeurs. Voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, vu que c'était un bâtiment fondateur de la modernité coréenne, nous, en gros, on avait tout le monde de l'architecture coréen et des historiens qui nous regardaient, quoi. C'est comment on allait transformer ce site. Donc, réhabiliter le bâtiment de la chancellerie, qui était le pavillon, et ensuite l'extension qu'on allait faire, et comment on allait aborder le site. D'accord. Pour l'anecdote, quand on a commencé le concours, on était retenus, on nous a demandé d'aller à Séoul pour visiter le site de l'ambassade. À l'origine, dans le programme, il y avait, si tu veux, dans le bâtiment de Kim Jong-un, il y avait un triptyque, il y avait la résidence de l'ambassadeur, qui est restée telle quelle, il y avait la chancellerie, qui était en mauvais état, et puis un petit bâtiment technique qui s'était un peu effondré, etc. Et au début, dans le programme, on devait démolir la chancellerie et faire l'extension dessus. Et quand on arrive pour visiter le site, l'ambassadeur de France de l'époque nous reçoit et nous dit « On a reçu une lettre du ministre de la Culture coréenne qui souhaite qu'on conserve le bâtiment. » Et donc, on nous a dit « Vous allez attendre 6 mois avant de commencer le concours parce qu'on doit revoir le programme. » Ah ouais. Parce que, justement, vu que c'était un bâtiment patrimonial, même s'il n'était pas classé, la Corée a demandé de le conserver et la France a joué le jeu de dire « Voilà, on va réhabiliter ce bâtiment. » C'est très beau. Et donc, ça s'est fait un peu comme ça. Donc là, de ce que j'entends, c'est que tu as tout le temps des parties prenantes qui sont à l'extérieur, en tout cas quand tu dessines un bâtiment. Et tu vois, on dit souvent que le cinéma est un art qui doit composer avec l'industrie cinématographique. Okay. Et moi, j'aimerais savoir si pour toi, est-ce que l'architecture doit composer avec l'industrie de la construction ? Oui, enfin, ça va même au-delà. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un film que les gens regardent. L'architecture, c'est quand même des usages, des usagers. Donc il y a effectivement un client. Et puis le monde de la construction. Donc c'est quelque chose de... C'est quand même... Et en cela, c'est complexe, parce que c'est pas juste un objet pour ce qu'il est, mais il y a une fonction, des usages. Et donc, d'ailleurs, dans le travail, une fois qu'on a gagné
le concours. Alors moi, j'adore la concertation en urbain et je pense qu'aujourd'hui, on doit beaucoup travailler là-dessus. Nous, on a fait des ateliers avec tous les services de l'ambassade, services culturels, économiques, armés. En fait, c'est une petite ville, une ambassade. Et donc, sur les plans, pour voir comment il faut organiser, comment vous travaillez. Donc vous avez fait des discussions à chaque fois collaboratives pour comprendre comment chacun fonctionne ensemble. Voilà. Et donc, en fait, dans le projet, on restaure le pavillon, on a fait un bâtiment horizontal qu'on a appelé La Jetée, en hommage au film de Chris Marker, La Jetée, qui est de 1961 aussi, et puis une petite tour qu'on appelait la Tour de France, qui était en plan, c'est une emprise au sol très faible. Les immeubles de bureaux en Corée, c'est des gratte-ciel à l'américaine, avec des gros noyaux, et puis de circulation, des plateaux de bureaux, mais paysages sans lumière et tout. Et nous, ce qu'on a défendu, c'est qu'on allait limiter l'emprise au sol du bâtiment et donner un côté domestique au bureau. Parce que c'est tout petit. Et donc, l'idée, c'est que les expats qui travaillent là-bas, que l'environnement de travail soit plus domestique, qu'il y ait une espèce d'art de travailler à la française, où on a la lumière dans son bureau, la lumière naturelle et ces liens. Et donc, vu qu'on avait défendu ça, justement, en rencontrant tous les services de l'ambassade, on a pu personnaliser les plans avec eux. D'accord. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis. En gros, c'est que maintenant, tu ne peux plus te permettre uniquement de dessiner ton bâtiment tout seul dans ton coin. C'est un, il y a le dessin. Deux, il y a la commande du client. C'était ce que tu disais avec le monde de la construction. Mais en même temps, il y a aussi après les futurs usagers. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a 3 dimensions, quoi. Il y a le dessin, il y a je dois répondre à la demande du client. Et puis, in fine, il y a les futurs usagers où je dois, eux, comprendre leurs besoins dans le temps. Oui. Et aussi le contexte. C'est-à-dire le contexte géographique avec la topographie qu'il y avait. Et puis les bâtiments autour. D'accord. En fait, c'était sur une colline comme ça. En 1961, quand ça a été construit, il n'y avait rien autour. C'était la ville de Séoul. Donc on a les vieilles photos. Je ne sais pas si vous allez les montrer, mais voilà, on voit ces bâtiments posés sur une colline comme des temples bouddhistes dans la montagne. Aujourd'hui, quand tu vas sur le site, tu as des gratte-ciel partout. Et donc, en fait, il y a ce bout de jardin et tu as des gratte-ciel partout. Et nous, on est là comme ça. Et donc là aussi, forcément, par rapport au projet d'origine, le contexte a changé. Et donc, nous, on s'est adapté aussi à la modernité d'aujourd'hui et quelque part se positionner un peu en étant critique sur cette architecture générique qu'il y a autour et qu'on a voulu, nous, faire quelque chose de beaucoup plus adapté, beaucoup plus... avec cette identité française qu'on a voulu mettre en avant. Ok. Et donc, je me dis... En tout cas, là, dans tout ce que tu dis, c'est globalement, le monde de l'architecture évolue. Et je me dis, s'il y a des étudiants en architecture qui nous écoutent, quels conseils tu leur donnerais demain s'ils doivent devenir soit urbanistes ou soit architectes? Quel est le grand conseil pour toi pour commencer leur carrière? Moi, je pense qu'il faut voyager, il faut regarder, il faut rencontrer des gens et découvrir d'autres cultures. Et c'est comme ça qu'on comprend les choses. Donc, on ne peut pas rester juste sur... évidemment, voir aussi ce qui se fait en France. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le regarder. Être sur le terrain. Être sur le terrain et vivre la ville. Ce n'est pas quelque chose qui est... l'architecture peut se photographier, peut se filmer, mais... rien ne remplace l'expérience du corps dans l'espace. Ça, c'est le Corbusier, hein, c'est la promenade architecturale. Voilà. Ok. Alors, Théoune, jusqu'alors, c'était moi qui posais les questions. Mais peut-être que tu as un message à faire passer, que ce soit une leçon de vie, un projet que tu veux mettre en avant, une façon de faire l'architecture. Et donc, du coup, pour ça, je te propose qu'on passe à l'autobahn. Alors l'autobahn, c'est ce tronçon d'autoroute allemande sans limitation de vitesse. Et donc pour ça, à cette image, tu as 2 minutes de temps de parole, non interrompu, non censuré. La parole est à toi. Alors, moi, c'est une question, quand tu m'en as parlé, je ne savais vraiment pas de quoi j'allais parler. Et je crois qu'au fond, c'est ce rapport aux gens qui est important. Je pense que aussi bien en urbanisme avec toutes les démarches de concertation, participation qu'il y a aujourd'hui, aucun projet d'urbanisme peut se faire sans demander
l'avis des riverains et de tous les citoyens. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et que ça ne doit pas être juste d'informer les gens et que de toute façon c'est comme ça et pas autrement, parce que la concertation pendant très longtemps a été faite sur ce mode-là et qu'aujourd'hui les gens ont une connaissance de plus en plus fine de l'urbanisme, de l'architecture, de l'écologie, et que aller demander l'avis des personnes, c'est pas seulement prendre les critiques. Et les gens aussi peuvent ne pas voir que leur intérêt personnel. Moi, je pense que les personnes ont la maturité, si on les respecte, de pouvoir réfléchir voilà, à la question du climat, à la question des formes urbaines, des matériaux, et que associer les personnes pour faire des projets partagés, co-construits, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, et qu'on devrait, que les élus et tous les décideurs devraient ne pas avoir peur de demander aux personnes, que demander l'avis des gens, surtout les gens qui vivent un quartier, c'est une expertise réelle, vivante qu'on peut avoir. Alors nous on appelle ça le diagnostic vivant, on fait des interviews vidéo comme vous, on vient avec les caméras, on parle aux gens, on essaie de les rencontrer. 10 secondes. Et voilà. Et donc, d'abord respecter les personnes et être à l'écoute. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Donc la place de l'humain, oui. Tout d'abord. Voilà. Alors, Théoun, jusqu'alors, on a appris à connaître Théoun l'architecte, Théoun l'urbaniste, Théoun l'artiste. Et j'aimerais maintenant qu'on découvre un petit peu qui est l'humain derrière le titre, qui est réellement Théoun aussi un peu. Et donc pour ça, je te propose qu'on passe à la face cachée. Avec un petit jeu qu'on a appelé avec l'équipe l'univers parallèle. Donc c'est 3 questions qui viennent rabattre un peu les cartes de ta vie. T'es prêt? Non, je suis pas prêt du tout. Moi, l'univers parallèle, déjà, je le connais bien parce que j'ai cette double culture, donc je vois bien ce que tu veux dire. Alors, première question. Si Théoun n'était pas architecte, où est-ce que je le trouverais aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours voulu faire architecte, depuis mon enfance. Puis à un moment, je voulais faire chirurgien esthétique. Voilà, parce qu'il y avait cette question, j'avais un intérêt pour la médecine et pour l'art, et voilà. Et donc tu t'es dit, le corps, finalement, c'est la meilleure. Le corps pouvait être quelque chose d'intéressant, et puis après, j'ai assez vite abandonné, parce que je me suis rendu compte. Après, les études d'architecture sont longues aussi, mais je croyais que la médecine, c'était pas mon truc. Voilà. Ok. J'aime comme ça. Hein. J'aime bien. Deuxième question. Et si Théoun n'était pas franco-coréen, mais venait d'un autre pays, où puiserait-il son inspiration? En Mongolie. En Mongolie? Ouais. Pourquoi? Moi, j'ai toujours été fasciné par la Mongolie, par les grandes steppes, la nature, les steppes, la culture nomade, voilà. D'accord. Ça, c'est... Tu es déjà allé encore ou pas? Oui, je suis déjà allé. Je suis allé plein de fois. D'accord. Voilà. Donc, c'est un pays que j'aime beaucoup, avec des gens incroyables. Et, voilà. Et qui est encore méconnu. Oui, qui est encore méconnu, mais j'invite toutes les personnes à y aller. Puis ce qui est bien aussi quand je vais en Mongolie, alors à part Oulan-Bator où il y a des constructions russes, etc., mais dès qu'on part dans la campagne, il n'y a plus d'architecture, donc il n'y a rien à regarder, donc ça c'est vraiment les vacances. Et j'adore le paysage, donc voilà. D'accord. Ouais, et puis en plus j'imagine que... en fait c'est vrai, je me dis, toi quand tu te balades dans la ville, t'as ton œil d'architecte. Et donc, tu es en permanence stimulé, tu dis « Ah tiens, ça j'aurais pu faire ça comme ça j'adore ce concept, ça pourquoi pas le réutiliser sur un autre projet ou quoi ?» Et donc, ouais, j'imagine qu'en fait, quand tu pars dans un pays, c'est totalement... dépaysement total, il n'y a que des grandes steppes, qu'un grand paysage, ça doit te calmer, quoi. Oui, et puis la Mongolie, c'est un endroit... La propriété de la terre n'existe que depuis 1990, parce qu'avant c'était les nomades, après les communistes, donc c'est tout nouveau. Et construire en dur, ça n'existait pas. C'était les yourtes qui se baladaient, il y avait 3 temples bouddhistes et rien de construit. D'accord. C'est aussi quelque chose d'incroyable. Ok. Dernière question de l'univers parallèle. Et si Théoun avait les manettes de l'urbanisme en France, que changerait-il? Moi, je déréglementerais. C'est-à-dire plus de PLU? Enfin, pas aussi contraint qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors ça c'est une discussion un peu de spécialistes, mais pour faire quelque chose, il y a tellement de règles.
Alors, les contraintes stimulent, mais je pense qu'il faut arriver voilà, à faire confiance à la qualité, peut-être plus contrôler la qualité que d'imposer des règles, et que les règles, c'est important, mais trop de règles tue la créativité. D'accord, donc en gros, ce serait un peu proposer des projets qui font sens plutôt que des projets qui s'inscrivent dans une loi et qui respectent stricto sensu la loi, quoi. Oui, je pense que c'est quelque chose de... Voilà, moi, je suis pour la liberté, pour la création, et voilà, il faut déréglementer. Très bien. Avec l'équipe, on aime bien poser une question qui s'appelle le dîner urbain. Et donc, en fait, cette question, elle revient à te demander avec qui tu aimerais dîner entre deux personnes qui font la ville. Avec deux personnes qui font la ville, en tout cas. Et avec toi, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Ce serait la collaboration urbaine. Tout à l'heure, on parlait de musique. Et tu vois, quand on entend Jay-Z et Rihanna qui ont fait un featuring, qui ont fait une collaboration entre eux, c'est un truc énorme qui existe. Enfin, en tout cas, qui apparaît sur le marché. Ça va être un hit mondial et tout, incroyable. Et j'ai l'impression que ça n'existe pas encore dans le monde de l'architecture. Ça existe dans le cinéma, ça existe dans la musique, pas encore dans l'architecture. Et je me dis, tu vois, si demain tu devais réaliser un quartier avec un architecte, un artiste ou bien un paysagiste, avec qui ce serait ? T'as personne Non, c'est plus marrant si c'est avec quelqu'un d'un autre domaine. Déjà, on travaille déjà avec des architectes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Nicolas Lenné, on a fait un concours ensemble pour faire un quartier, un bâtiment. Nous, on est très habitués à travailler avec d'autres concepteurs, et moi, j'adore ça. Déjà, on le fait déjà, en fait, etc. Après, si, par exemple, l'ambassade de Corée, on l'a fait avec une agence coréenne, avec l'agence Mastadis, qui est très, très bien. Si, après, aujourd'hui, je pouvais choisir je sais pas, un artiste ou un architecte pour faire un projet, je sais pas, là, tu me... Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, entre copains, on disait pour qui tu voudrais faire la maison et tout, et moi je disais que j'aimerais bien faire la maison de Joe Star. Voilà. Et attends, elle ressemblerait à quoi cette maison ? J'en sais rien. Il vivait dans un petit pavillon à Saint-Denis à cette époque-là. Après, je sais pas où il habite aujourd'hui, mais en tout cas, ça peut faire. Peut-être que oui, pour concevoir la maison d'un artiste, d'un chanteur, avec un univers propre, ça peut être quelque chose de très stimulant. D'accord. Et puis voilà. Ok. Alors Théoune, on va finir l'épisode avec la question phare d'Instinct Urbain, qui s'appelle la ville idéale. T'es prêt ? Alors, pour toi, en un seul mot unique, quelle serait la ville idéale ? Alors moi, une des villes que j'adore et que j'aimerais bien vivre, c'est la ville de Vancouver, au Canada. Donc, Vancouver, la ville idéale ? Voilà, la ville idéale. Vancouver, voilà. Magnifique. Et pourquoi ? Il y a plusieurs choses. D'abord, un site naturel incroyable, et puis une culture post-hippie. Voilà, c'est le lieu où a été fondé Greenpeace. Il y a vraiment une culture dans cette ville alternative, écologique. Voilà, quand j'ai découvert cette ville, moi je trouvais que c'était absolument unique. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, Théoune, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir été présent sur Instinct Urbain. Eh bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à toi. C'était très intéressant. Hey, drip drop out of high school, tiptoe